Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Isma Show. Au menu aujourd'hui, on va parler tout d'abord de sécurité. Donc revoir la sécurité en crypto vu que là on repart sur un run. Donc bien sécuriser vos cold wallets, vos spots, etc. Très important et voilà toutes les petits tips and tricks à avoir en sécurité crypto pour pas vous faire siphonner. Ensuite on va revenir sur le faux filing d'ETF sur XRP qu'il y a eu cette semaine. On parlera ensuite des financial advisors, donc ce métier donc d'aide au placement, c'est-à-dire que ça va être des gens qui vont proposer des produits, ça va être des services, des produits d'investissement, etc. Voir que c'est pas forcément intéressant de faire appel à un de ces conseillers, surtout si vous êtes dans un milieu de finance. Et ensuite, on va faire, vu que le Tisma Show est un peu rapproché avec le dernier, on va faire un point crypto du marché, de ce que je pense qu'il va se passer dans les prochains temps. Allez, c'est parti. On se retrouve avec le point sécurité, donc avec un tweet de Pentoshi que je vais complémenter en même temps. Ce qui nous dit, c'est que pour les best security practices, il y a 5 points, qui est le premier, donc d'utiliser un portefeuille physique, donc un cold wallet, comme une ledger ou un trésor. Donc en gros, un ledger, c'est une clé USB encryptée avec un code et un accès physique, donc vous avez des boutons sur la clé, et qui va vous permettre donc de stocker vos cryptos spot pour du long terme. Vous pouvez mettre du Bitcoin, de l'Ether, il y a plein de cryptos disponibles dessus. Et en fait, ça va obliger un accès physique si vous voulez faire des transferts ou vous voulez interagir avec votre portefeuille. Voilà, donc ça veut dire que par exemple, si votre ordinateur est compromis, votre ledger en fait, même si vous branchez votre ledger et vous voulez faire quelque chose, ben, l'ordinateur ne pourra rien faire en fait, parce qu'il faut un accès physique sur la ledger pour gérer ça. Donc ça, c'est un point extrêmement important en fait, voilà, parce qu'on ne sait jamais si on est compromis, etc. Donc tout ce qui est spot long terme, genre que vous allez hold plus de 6 mois, vous le mettez en cold wallet. Pour moi, c'est obligé. Deuxième point important, ça va être d'utiliser plusieurs hot wallets. Un hot wallet, souvent, ça va être des portefeuilles donc qui sont un peu moins sécurisés, faciles d'accès, donc que vous avez comme dans des extensions web, donc comme MetaMask, Rabi, etc. Donc ça va être des portefeuilles. Donc vous allez pouvoir en créer une multitude à l'infini en fait tout simplement, parce qu'un portefeuille c'est juste une paire de clés hexadécimales. Donc vous allez pouvoir en créer plein. Et ce qui est important, c'est d'utiliser un pour chaque interaction de contrat. Par exemple, si vous allez minter des NFT, vous allez déposer de l'argent de votre cold wallet dans votre hot wallet pour ce mint. Et vous allez ensuite interagir avec le contrat avec ce hot wallet. Et si vous allez faire un autre mint d'un autre NFT, vous allez utiliser un autre hot wallet. Ou alors ce hot wallet qui est vide au préalable. Enfin, en gros, vous avez simplement l'argent que vous voulez utiliser pour le mint. Pourquoi? Parce que en fait, le smart contract, vous n'allez pas forcément savoir comment il est codé. Donc par conséquent, il est possible qu'il y ait des scams dedans. Évidemment, c'est pas le cas si vous interagissez avec des contrats de renom, genre Curve, des trucs de DeFi qui existent depuis 1000 ans. Mais par contre, quand vous allez minter des NFT, etc., c'est souvent qu'il y a eu des scams et des wallets qui se font siphonner. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous signez un truc avec votre hot wallet sur le smart contract et qu'en fait, ce que vous avez signé, c'était une autorisation du smart contract de vider vos fonds, parce que c'est possible, un smart contract, si vous donnez une autorisation, il peut vider vos fonds en fait à votre insu, d'accord? Parce que vous avez donné l'autorisation une fois et ça, il peut le faire à l'infini. Voilà, donc ça, c'est important. Donc à chaque fois que vous allez interagir avec des nouveaux contrats ou des nouvelles choses en crypto, vous utilisez un nouveau portefeuille. D'accord? Ensuite, je vais rajouter un point, donc 3.5. Il est important de revoke toutes les autorisations que vous donnez que vous donnez au smart contract sur vos wallets. Vous pouvez faire ça avec une application qui s'appelle revoke.cash. Vous allez sur cette appli et là en gros vous pouvez connecter votre portefeuille et vous allez pouvoir révoquer vos autorisations que vous avez données sur vos wallets. Donc ça c'est important. Après si c'est des trucs que vous utilisez tout le temps, ne le révoquez pas évidemment, sinon vous allez être keblo, vous allez devoir re-signer, re-rentrer, bref. Donc regardez quand même ce que vous allez revoke, mais tous les trucs que vous êtes sûr que vous allez faire une seule fois, vous pouvez revoke. Donc 3, bookmark your most used crypto sites. Donc là, ça va être en fait, vous allez créer dans votre navigateur web un bookmark. Donc vous allez ajouter par exemple à Twitter, je vais ajouter là, hop, là j'ajoute Twitter et maintenant j'ai plus qu'à cliquer dessus pour aller sur ce tweet. Et ça, c'est un point important parce que ça va vous éviter de tomber sur des scams. Si par exemple, vous tapez, je sais pas, BitGet et qu'en fait, le mec a fait BLGet et que vous le voyez pas, et ben vous allez en gros aller sur un site de phishing et potentiellement vous faire ficher votre compte et vous faire arnaquer. C'est important de garder ça en tête. Ensuite, utilisez un browser ou un PC différent pour le trading et pour ce que vous faites tous les jours. Donc alors ça, bon, c'est un peu plus extrême comme mesure. Perso, je le ferai pas. Enfin, je le fais pas en tout cas. Après, moi, j'ai une utilisation relativement sécurisée en crypto. C'est-à-dire que je sais, j'ai une bonne connaissance de l'informatique. Donc, je sais
que ce quoi faire et ne pas faire. Donc ça, c'est peut-être un peu too much. Après, séparer de browser, pourquoi pas. Mais séparer de PC, c'est un peu too much. Et ensuite, utiliser le Rabi Wallet plutôt que du coup MetaMask. Donc Rabi Wallet, c'est un nouveau portefeuille, enfin qui est nouveau, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, mais qui commence à prendre en popularité. Et en fait, il a une interface utilisateur qui est bien meilleure que celle de MetaMask et ce qui vous permet en fait de savoir exactement ce que vous allez signer. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, il faut absolument que je télécharge. À l'époque, je pouvais pas parce qu'il n'était pas dispo sur Firefox et je n'utilise pas Chrome, mais maintenant je sais qu'il est disponible, donc il faudrait l'utiliser. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ne jamais cliquer évidemment sur des liens qu'on vous envoie en DM. Ça, c'est la règle numéro 1, hein. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont vous essayer de vous ficher. Donc, si vous ne connaissez pas une personne, il vous envoie un DM, ne surtout pas cliquer dessus. En soi, si vous cliquez dessus, ça va rien faire. Vous ne pouvez pas hacker quelqu'un en lui envoyant un lien et clique dessus. Là où c'est problématique, c'est si vous allez télécharger une file après, si vous allez rentrer des infos ou vous balader sur, enfin, et faire des actions sur le site en question. Là, ça peut être plus problématique. Mais en soi, dans un lien, si vous cliquez, il y a quasiment aucune chance qu'il y ait un problème. Voilà. Donc, mais ne cliquez quand même pas sur le lien, ça ne sert à rien. Et c'est pareil, hein, dans les mails, si vous allez avoir, parce qu'il y a beaucoup de petits points sur les mails FTX de phishing, il est possible que vous ayez reçu des faux mails d'FTX parce que du coup, la base donnée a leaké un jour. Faites très attention aux mails que vous recevez via FTX. C'est 99%, c'est du bullshit. Attendez que je fasse des mises à jour dans les channels d'annonces sur Discord pour être safe, ok? Voilà. Parlons maintenant du coup d'un faux filing d'ETF de XRP, donc qui est apparu officiellement sur le site du gouvernement de Delaware. Et donc en gros, bah, c'était fake. Du coup, BlackRock a démenti rapidement, mais ça a quand même eu pour conséquence une pump là en 5 minutes de 14%, 15% sur le XRP. Il y en a qui ont dû s'en mettre plein les poches comme d'hab. Là, c'est parti dans le département de justice. Maintenant, ils sont en train de choper le coupable, etc. Parce que ça n'avait pas été fait par hasard. Donc ça, c'était, voilà, petite info. Ensuite, petit tweet de StatArb, donc qui m'a fait rigoler parce que quand j'ai commencé Runbot, en gros c'était en mode, bah, ce qu'il dit c'est que du coup lui c'était un trader algorithmique et il dit que bah en fait quand il a commencé à faire ses premiers backtests, il a commencé à chercher à Google Lamborghini, etc. parce que ses backtests étaient extrêmement bons. Sauf qu'en fait bah ils nous ont rendu compte que c'était overfit. Donc overfit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une des principales problématique quand tu fais du dev algo, c'est que en gros quand tu vas faire tes tests et améliorer ton algo, tu l'améliores sur ta courbe, ok? Sauf que le problème c'est que si c'est trop amélioré sur ta courbe avec les données historiques, bah les trades vont être parfaits. Parce que en gros, bah, vu qu'à chaque fois tu as fait des trades, tu as analysé pourquoi ça marchait pas, tu as corrigé dans l'algo, tu relances l'algo et tu refais et tu itères comme ça. Le problème c'est que bah, du coup tu vas avoir des trades qui sont parfaits, qui traitent exactement la réalité, enfin l'historique, et donc des performances qui sont incroyables. Sauf que quand tu vas le déployer en réel, en fait l'algo sera nul. Enfin pas nul, mais il sera... bon, si, il peut être très très nul même. Et en gros c'était une problématique qu'on a eu du coup avec AlphaBot le premier, c'est qu'on a fait pas mal d'overfitting sur les strats, et j'en passe hein, évidemment de tous les problèmes techniques qu'on a eu surtout. Mais en gros on a eu voilà, cette démarche de bah en fait on avait un peu d'overfit dans les courbes et ça s'est ressenti dans le trading en fait par la suite. Donc maintenant lorsqu'on dev nos strats, on fait de manière complètement différente. On va améliorer l'algo en fonction de nouvelles données qui on n'utilise pas évidemment dans les données d'entraînement, etc. Donc c'est une autre technique qui est évidemment recommandée pour faire ce genre de développement algo. Voilà. Ensuite, deuxième tweet de StatArb qui parle des financial advisors. Ce qu'il dit c'est que, et je suis relativement d'accord avec lui pour connaître des financial advisors, etc. Pour moi, enfin, les financial advisors ne sont pas là en fait pour créer de l'alpha dans le market. Donc l'alpha, c'est en gros avoir des connaissances ou avoir une technique pour extraire de l'argent dans le marché. C'est ce qu'on appelle l'alpha dans tous les trades de trading. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est ils admettent donc qu'ils n'ont pas de hedge, donc pas de hedge, pas d'alpha, donc ils sont pas meilleurs que le marché. Que s'ils disent que oui, ils ont un edge sur le marché, bah c'est du bullshit et il faudrait le virer direct parce que c'est pas vrai, tu vois. En fait, les financial advisors, c'est que tu vas leur donner tes thunes et eux, ils vont les placer eux-mêmes en fait dans des fonds, mais des trucs que vous pouvez auxquels vous avez accès quasiment tous, quoi. Ça peut être plein de trucs différents. Certains fonds ont également des produits particuliers. Je prends l'exemple d'un produit que je connais d'un ami, etc. En gros, ça va être un produit sur le Bitcoin par exemple. Bah si le Bitcoin drop pas en dessous de 40% par rapport à votre prix d'entrée,
à ce moment-là, vous allez toucher 20% annuel. Mais par contre, vous n'allez pas toucher plus de haut. C'est-à-dire que si le Bitcoin fait plus 100%, vous allez que toucher vos 20%. D'accord? Et par exemple, si ça descend en dessous des 40%, vous allez vous faire cut 40% de votre folio. Du coup, c'est des produits comme ça qui existent. Il y a plein de produits comme ça que StatArb dit. C'est qu'en gros, il va juste expliquer au client qu'il ne faut pas paniquer et en gros, évaluer la risk tolérance de chaque profil en fait qui souhaite investir. Donc voilà, donc c'est plus ou moins son travail, mais en aucun cas ils ont un edge sur le market et ils vont faire mieux que vous si vous achetez du S&P ou si vous achetez du Google ou de l'Apple, enfin ça dépend en fait. Donc voilà, leur taf c'est plutôt de savoir dans quoi placer en fonction de votre profil, etc. Mais moyennant évidemment des commissions relativement importantes parfois. Donc ce qu'il dit c'est que le biggest boost to return, donc le meilleur boost de retour sur investissement que vous pouvez avoir, c'est de réduire vos coûts et donc en gros ne pas trader des stocks sur lesquels vous n'êtes pas bon et surtout de ne pas payer 2% de vos fees chez un advisor. Et en gros ce qu'il dit c'est que pour lui les financial advisors sont des glorified, sont des gens glorifiés et beaucoup trop payés pour être des psychologues en fait, tout simplement. Il recommande maintenant en tant que pour Invest, il dit qu'en gros tu prends ton âge que tu mets en bond en pourcentage. Donc par exemple moi j'ai 26 ans donc je mettrai 26% de mon capital dans des bonds, donc genre des bons du gouvernement américain etc. qui vont payer chaque année. Et ensuite le reste de ta thune, tu les mets dans un global market fund, donc ça va être genre un ETF de plein de compagnies du pays. Enfin ça peut être tout, ça peut être si tu veux investir dans l'écologie, tu peux mettre ton argent dans un fonds qui investit dans des boîtes d'écologie. Pardon, etc. Et donc voilà, donc c'est ce qu'il recommande si tu veux placer tes thunes et ne pas faire appel à un financial advisor qui va faire plus ou moins la même chose que ça, enfin en prenant des fees. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que si par exemple tu travailles dans les US, c'est intéressant de ne pas avoir de market exposure aux US parce que du coup, ça veut dire que tu double down, double en fait ton investissement aux US. Si il y a un truc qui va pas, ça peut être la sauce. Donc c'est bien de faire un peu diversifier en termes de localisation également. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que si tu veux faire du trading, tu devrais garder du coup un compte avec genre 1000, 2000, 3000, 10 000 balles, pas grand chose. Et ensuite, pour faire un peu de gamble, et puis quand il y a comme ça, quand tu as un gros truc qui tape, qui monte, tu pourras te la péter devant tes potes en mode ouais, j'ai fait ça et tout. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit également que les gens en fait qui font de l'alpha sur les marchés sont tout simplement des génies. Ils sont pas là à mettre un costard et à expliquer à ta grand-mère ce que tu dois risquer ou pas, tu vois. Il dit également que tu peux pas avoir une bonne retraite, etc. Quand tu as un income modéré. Donc rentrée d'argent modéré, un salaire modéré. En gros, ce qu'il te faut, parce que du coup les trucs sont trop conservatifs, il faut donc un meilleur EV, donc meilleure espérance de gain. Et qu'en gros les conservatifs portfolio, c'est intéressant que quand tu as 10 millions plus dessus. Mais sinon, pour des lambda, c'est plus intéressant de faire des trucs plus risqués. Il dit que c'est pas de le financial advice, c'est juste ce qu'il pense. Et il dit que si par ailleurs tu es capable de comprendre que les returns viennent avec du risque et que tu vas pas pleurer ou avoir peur d'un crash, du coup c'est intéressant du coup de faire les 2 points du premier tweet, donc 26%, enfin, pourcentage de ton âge en bons du trésor et le reste dans des global market funds. Ensuite, un tweet de 0xNGMI qui est le CEO je crois de Defilama. C'est encore d'actualité parce que je crois qu'il y a eu des petits dramas chez Defilama où ça a un peu bougé la team, mais en gros c'est un gros dev. Là il a mis un tweet d'une photo, d'un screenshot de Zach XBT qui a mis en fait qui a envoyé un message à un hacker qui a envoyé des fonds sur la bonne adresse, donc qui a littéralement brûlé les fonds. Voilà, et je crois que c'était assez élevé, c'était l'ordre 1 ou 2 millions, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Du coup, Zach lui a envoyé un message, il lui a dit salut mec, j'ai regardé ton adresse ERC20 sur Etherscan, j'ai regardé ton historique de trading et je me demandais si t'essayais d'être le premier on-chain clown de l'histoire. Voilà, du coup, c'est super drôle. Et en dernière news, on a du coup FTX qui qui lance un procès contre Bybit pour recover environ 953 millions de dollars d'assets. Parce qu'en fait, Bybit, du coup, il a été découvert que Bybit a exercé des pressions sur les employés d'FTX avant le crash pour retirer les thunes qu'avait Bybit, etc., les fondateurs et tout de Bybit sur FTX. Voilà, dans le but du coup de front-run tous les utilisateurs. Donc c'est complètement illégal dans un process de banqueroute et donc FTX a décidé donc de mettre Bybit en justice pour ça. Et j'espère que on va vous fumer mec parce que c'est mes thunes.
Donc voilà, j'espère que ce point news vous a plu. Maintenant, on va faire un petit récap crypto. Voilà, très rapide. Donc BTC, on va aller sur les majors. Voilà, donc là j'ai viré un peu tout ce qui indique juste pour avoir une vision un peu plus clean. Donc là on est en 1 heure, sur BTC. Donc très bullish ce qui s'est passé. Alors je vais pas vous mentir, l'algo avait short, donc on va parler de trading algo très vite fait. L'algo avait un short à 37 000 ici, là. Il a short là. Le TP était trop bas, donc j'ai voulu TP et close BE et close ici sur une div 5 minutes. Sauf que moi, je m'attendais à un truc comme ça, ici, qu'on revienne chercher et qu'on reparte. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait aucun retracement. Du coup, malheureusement, le short est en perte. Il est actuellement encore ouvert. J'aimerais bien le close dans cette zone. Je pense qu'il y a fort un monde où on revisite cette zone dans les prochaines heures, prochains jours. Donc, je vais close le trade dans cette zone. Par contre, le bot a long en fait ici à 1993 ETH avec double size du short de BTC. Donc ce qui a fait que en gros ça a littéralement tanké toute la perte et ça a fait même le double des profits. Donc du coup il a été TP il me semble à 2039 là. Donc le long a été pris comme ça. Donc très bon long, ce qui nous a permis de nous hedge sur BTC, donc d'où le fait que j'ai pas interagi avec le bot. Voilà, donc ça c'est pour le trading algo. Et sinon sur BTC overall, je pense toujours qu'on va aller chercher les 40 000, 42 000 d'ici les 60 prochains jours. Donc faut savoir que je crois que c'est même moins. Je crois que dans 5, il y a la fenêtre là d'approval des premiers ETF est de 55 jours. Donc actuellement, il y a 55 jours pour l'approval de l'ETF. Et je pense qu'il va être approuvé dans cette fenêtre. Donc par conséquent, le marché aussi, je pense. Donc par conséquent, on va garder un billet fort haussier dans les 55 prochains jours. Voilà, donc 12 qui explique voilà, ce rebuy. Là, on a flush un peu tous les gens, on a sorti tous les gens qui étaient en leverage, etc. Et donc au final, on se retape voilà, une belle trendline qui a été respectée au final sur les closes. Ça, c'était mon erreur. J'aurais dû close là quand j'ai vu les close candles. Mais j'espérais au moins une petite div 5 minutes comme ça. Mais donc là, on a flush le leverage. Moi, je pense qu'on va garder ça. On va revenir ici, consolider et on va continuer après notre hausse et chercher les 40-42 000. Et après, par contre, ça va dépendre encore une fois de l'ETF. Est-ce qu'il va avoir beaucoup d'engouement ou pas, beaucoup de volume, etc. Ça va dépendre. Mais je pense que là, tout est bon à longue. Tout est bon à longue ici. Tout ça est bon à longue. Je pense pas qu'on cherche trop cette zone. Ou alors peut-être une mèche rapide à ravaler. Mais je pense que voilà, cette zone va être défendue. Donc c'est un peu mon point sur le market. Après sinon en termes d'achat intéressant en crypto spot, alors je pense qu'il y a Matic qui va nous faire une grosse poussée bientôt. Parce que on peut regarder par exemple son pote Avax. Oh, je vous montre Avax pour donner une idée de la courbe. On va mettre en daily en fait. Voilà, donc ça c'est la courbe. Et en gros pour moi, Matic il en est là en fait. Matic il en est là. Et il va follow parce que c'est la même catégorie. Voilà, là, Matic, il est ici, là, actuellement. Il est ici. Voilà. En gros, si vous prenez l'équivalent, là, c'est Matic à gauche. Je décalais un peu la truc. Euh, Ici, c'est Matic à gauche. Vous voyez, là, on est en train de break. Ouais, là, on est là. Same shit des deux côtés. D'accord? Ici, là. Ici, là. Et je pense que du coup, Matic va continuer sa pump et aller chercher du coup des niveaux de ce style. Mais genre, on va au moins aller chercher. Je pense qu'il y a moyen qu'on aille chercher même les 1,50. Donc là, si vous ne savez pas, on peut faire ça. On peut comparer le ratio. Donc là, on va faire Sol USDT et là, on va faire sur Binance Matic USDT. Et donc ça va nous donner le ratio donc, de la performance de Matic par rapport à Sol. Et là, vous voyez, on est sur des supports yearly, enfin, genre des supports énormes, quoi, en grosse time frame. Donc, pour moi, Matic va commencer à suivre Sol et donc, par conséquent, récupérer sa market share. Bon, là, j'ai abusé, hein, mais genre récupérer une market share comme ça. Donc, ça peut également Sol qui stagne et Matic qui repique, ou alors Sol qui drop et Matic qui stagne. Donc, ça ne veut pas forcément dire que Matic pump. Mais par rapport à Solana, je pense que Matic est le prochain à rotate. Voilà, ça me paraît très logique en fait, tout simplement, au vu de la pump des réseaux L2. Donc, enfin L2, L1, mais vous voyez, Sol, Matic c'est un L2, mais Sol ça reste quand même un peu un L2 d'Ether. Enfin, c'est un L1 mais voilà, c'est un concurrent d'Ether. Donc, c'est un peu dans le même délire. Et après, Avax Pump qui est un L2. Donc, du coup, je pense que Matic va follow dans le même cadre que Avax.
Donc si jamais, point intéressant sur Matic. Et ensuite, quoi d'autre? Quel coin on pourrait check? Bon, Rune, il est parti trop tôt. BGB, voilà, BGB, très bon achat. J'en ai acheté du coup sur le retest ici hier. BGB, donc qui est qui est le token d'exchange de BitGet que vous connaissez sûrement et qui est partenaire aussi du Tismacho, on va dire, qui me permet de faire mes montages et tout, c'est grave cool. Donc du coup, BGB, vous voyez là, on a un gros break stratosphérique en daily. Donc ça, ce genre de patterns qui sont accumulés depuis février, en général, il y a peu de chances qu'ils fake out. Donc pour moi, peut-être que ça va pas partir to the moon direct, ça va peut-être faire ça et prendre son temps et repartir. Mais pour moi, tout ce qui est au-dessus de cette ligne, tout ce qui est ici dans cette zone, ça s'achète. D'accord. Bon là sur par là ça pue, mais par contre tout ce qui est là ça s'achète pour une continuation haussière daily. Et en fait c'est logique parce que tout simplement les tokens d'exchange, les nouveaux entrants, qu'est-ce qu'ils font? Les nouveaux entrants en crypto, ils déposent des thunes sur un exchange, ils achètent des tokens et après ils se rendent compte comment ça fonctionne l'exchange, ils se renseignent un petit peu plus, etc. Et là ils se disent punaise, mais c'est worth d'acheter des tokens d'exchange parce que j'ai des avantages, parce que je paye moins de fees, etc. Et donc, c'est après coup que tout est pump que les tokens d'exchange redeviennent à la mode. Donc voilà, pour moi, donc c'est le narratif un petit peu qui justifie ce genre de pump. La courbe du BGB est un peu chelou, hein, c'est un peu manipulé. Enfin, à mon avis, il y a peu de transactions, peu de volume, donc ça part rapidement en couille. Vous voyez, c'est pas ultra beau. Donc voilà, mais pour moi, c'est un bon buy si vous cherchez des trucs à acheter. Après, là, on est déjà un peu parti, mais ça va être du spot avec des stops assez larges, etc. Donc voilà, gardez des stops assez larges par contre, parce que là, les invalidations sont assez loin, hein, dans ces zones-là, avec des ordres maintenant si vous voulez acheter market, de 13%. Donc faites attention quoi. Mais bon voilà, donc c'était le point market. N'hésitez pas à venir sur le Discord, ça vous intéresse, que ce soit le copy trading, les infos, de rencontrer des gens qui font le trading, etc. Et sinon, on va me suivre sur les réseaux, notamment sur Twitter où je suis très actif. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bise!